Tout sur elle. 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 Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, je le rappelle, pour ceux qui ne suivraient pas depuis le début, tu es sage-femme depuis plus de 10 ans. Tu es aussi engagée et l'autrice de très nombreux ouvrages sur la santé des femmes, sur la maternité, des ouvrages sur le postpartum par exemple. Le postpartum dure 3 ans pour ne citer que celui-là. Aujourd'hui d'ailleurs, on va parler entre autres de la période du postpartum. En fait, on va vous parler du baby blues et de la dépression du postpartum parce que souvent, ces deux choses sont mélangées. On pense que baby blues et dépression du postpartum, c'est la même chose, alors que c'est pas le cas. Pour rappel, le postpartum, c'est une période. En fait, le terme, il a rien en soi de négatif. C'est la période, selon le corps médical, entre l'accouchement et le retour des règles. Sauf que pour toi, qui étudie le sujet, le postpartum, c'est beaucoup plus long que ça. Toi, t'estimes qu'il peut durer 3 ans. Et donc, la dépression du postpartum, c'est une dépression qui survient dans cette période de la vie d'une femme. Et le baby blues, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'Anna, tu peux nous expliquer ce qu'est le baby blues ? Oui, le baby blues, je vais vous le décrire, comme ça vous verrez tout de suite ce que c'est. Je suis sage-femme, je rentre dans une maternité, dans une chambre de maternité où je me rends à domicile d'une patiente qui vient d'accoucher. Je rentre dans la chambre et je lui dis « Bonjour madame, vous allez bien ?» etc. Elle va me dire « Oh Anna, c'est merveilleux, mais c'est incroyable, l'arrivée de cet enfant, c'est vraiment un truc. Je suis tellement bouleversée, je suis shootée de bonheur. » Enfin voilà, et vraiment, elle le pense sincèrement. Et vraiment, je vous, sans mentir, 1 minute après, elle va s'effondrer en larmes et vous dire « Non, mais c'est horrible, ma vie est finie, je regrette ce que j'ai fait. » Enfin, c'est donc une espèce d'hyper-labilité émotionnelle. On passe du rire aux larmes, comme ça, en un instant. Mais c'est un état, en fait, normal. Ça arrive quand, en fait, le baby blues ? Alors, le plus souvent, ça arrive autour du 2e, 3e jour et ça ne doit pas durer plus de 15 jours. Si ça dure au-delà, on se dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il ne faut pas que ça dure plus de 15 jours. Ça, c'est important d'avoir en tête. Donc le baby blues, c'est un phénomène à la fois physique et psychique qui est dû à l'accouchement. Le problème, c'est que, comme vous le savez, peut-être, c'est que sur la santé des femmes, on n'est pas très bon. Les recherches sont pas suffisantes et en tout cas, on commence vraiment à s'intéresser à ça, mais du coup, on ne sait pas très bien à quoi c'est dû. Est-ce que c'est hormonal ? Certainement. Est-ce que c'est dû au choc de l'accouchement ? Certainement. En fait, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut être vraiment spectaculaire et ça peut être pour le coparent vraiment bouleversant parce qu'on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? C'est un état. On va dire que c'est un état en dehors de ce moment-là, qui est un état psychiatrique sévère, d'apparence en tout cas. C'est-à-dire que la femme passe vraiment par tous les états émotionnels de manière hyper rapprochée. C'est-à-dire voilà. Que alors ça peut être d'une minute à l'autre, d'une dizaine de minutes, d'une heure à l'autre, mais ce qui est frappant, c'est que c'est profondément sincère. C'est-à-dire souvent, il y avait un truc un peu de mépris. « Ah, elle joue la comédie, ah, nanana. » Non, il n'y a pas du tout de comédie, il y a un ressenti profond, quoi, que ce qu'elles disent est vrai. Et donc, c'est vrai que c'est très tourneboulant parce qu'on se dit, mais attends, elle dit que c'est bien ou elle dit que c'est nul ? Et donc, mais en fait, c'est les deux. Et moi, je trouve ça hyper intéressant, le baby blues, parce qu'en fait, ça exprime toute l'ambivalence de la maternité. En fait, ça dit la vérité dès le départ sur ce qu'est la maternité. C'est à la fois merveilleux, mais c'est pas qu'une expérience merveilleuse, c'est aussi une expérience qui fait peur, qui est hyper exigeante. Enfin, voilà. Et donc, et c'est vrai que comme l'ambivalence, on n'accepte pas qu'elle fasse partie du processus de la maternité, c'est très intéressant, ce baby blues. Il vient dire des choses très intéressantes. Mais c'est vrai que c'est pas très confortable à vivre. Mais moi, j'ai l'impression que ça pourrait toucher toutes les femmes parce qu'on vient d'accoucher, il vient de se passer un truc absolument bouleversant et en plus, on est responsable d'un tout petit être, il a beau être mignon, c'est quand même flippant. Ça concerne toutes les femmes ou ça concerne pas toutes les femmes ? Les études scientifiques disent que ça concerne 80% des femmes. Mais moi, je vais même plus loin. Je vais dire que ça m'inquiète quand une femme n'a pas de baby blues. Je me dis, zut, elle vient de se dédoubler. Elle a la responsabilité à vie de cet être-là, bien sûr avec le coparent, vous m'avez compris, mais... Et de être là comme ça, comme si de rien n'était, de reprendre son ordinateur le 3e jour, c'est celle-là qui va me poser question. Je vais me dire, zut. Alors que celle qui passe du rire aux larmes, qui presque a des réactions totalement étonnantes, ça me rassure. Moi, je trouve ça bien, normal. Voilà, je me dis, oui, les femmes se dédoublent, nom d'un chien. Enfin, quand même, il faut se voir un peu ça. On était un, voilà qu'on est deux. Oh, il y a de quoi être... il y a de quoi être quand même perturbé. Et donc, est-ce qu'elles s'en sortent facilement du baby blues, les femmes, et surtout comment ? Alors, il ne faut pas se dire qu'on va s'en sortir, parce qu'on l'a dit, c'est normal, mais il faut se dire qu'il faut être
hyper aidé, soutenu et accompagné. Et que donc l'entourage, quel qu'il soit, coparents, les amis, la famille, les blabla, doit être ultra soutenant, aidant, gentil, nom d'un chien. On sert, on aide, on prend le petit s'il y a besoin, on fait des lessives, on apporte un super bon apéro, on va boire un coup. Enfin, vraiment, il faut être ultra soutenant, aidant, tout ça. Et ce qui est sûr, c'est qu'une femme qui se retrouve du jour au lendemain seule à la maison, si le coparent, par exemple, ne peut pas prendre son congé, ça peut être vraiment très, très dur à vivre, effectivement. Mais pas besoin de se dire qu'on va s'en sortir. Et surtout, laissez passer les émotions. Ouvrez les vannes lacrymales, pleurez tant que vous pouvez. Moi, qu'est-ce que j'ai pleuré ? Oh, qu'est-ce que j'ai aimé ça ? J'ai jamais pleuré comme ça dans ma vie, mais ça fait un bien fou. Donc, ouvrez les vannes lacrymales, pleurez autant que vous en avez envie. Ça fait beaucoup de bien. Et puis là, comme vous avez écouté cet épisode, vous le faites écouter aux coparents et aux gens qui vous entourent. Et comme ça, ils savent que, oui, c'est normal tout ça. Et nous, on a voulu rapprocher baby blues du postpartum parce qu'il y a une grande confusion entre baby blues et dépression du postpartum, mais il y a même une confusion entre postpartum et dépression du postpartum. C'est quoi la dépression du postpartum ? En quoi c'est différent du baby blues ? Si je devais essayer de deviner, je me dirais que c'est comme un peu un baby blues qui ne s'arrête pas, qui se prolonge beaucoup trop. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a rien à voir. La dépression du postpartum, c'est une maladie. Et comme toute maladie, elle se traite. C'est une maladie, donc c'est beaucoup plus long que le baby blues. Ça a un retentissement dans la vie quotidienne qui est beaucoup plus important. Et surtout, dans la temporalité, ça ne survient pas les premiers jours. On a 2 pics, un pic autour de 3 et 4 mois et un pic autour de 9 mois. On verra pourquoi, mais en tout cas, ça n'a rien à voir. Il faut un traitement. Alors, comment on sait qu'on a une dépression du postpartum ? On a une labilité émotionnelle, ça c'est vrai, tout pareil. On a des troubles de l'appétit, on a des troubles de l'humeur, on peut avoir des altérations du sommeil, on peut avoir une perte d'intérêt pour le nouveau-né, on se sent pas bien, on se sent très coupable, on se sent triste, et puis il faut se dire que ça dure pas genre quelques jours, c'est un état qui dure, parce que des fois, bien sûr, il faut distinguer aussi du coup de mou. Il y a des fois dans la vie, vous savez bien, on expérimente tous les coups de mou, pendant 2 jours ça va pas trop, puis après ça remonte. Et là non, ça s'incruste, ça s'installe, quoi. C'est pas juste 2 jours et ça part. Si on a un petit doute sur le fait d'être atteint d'une dépression du postpartum ou peut-être que quelqu'un de son entourage l'a, il me semble qu'il y a un test en ligne pour regarder un peu si on pourrait correspondre à ce qui est considéré comme une dépression du postpartum. Oui, exactement. Il y a un test qui s'appelle le test EPDS que vous allez trouver facilement sur Internet, qui est génial. C'est pas un test diagnostique. Il va pas vous dire si vous avez ou pas la dépression du postpartum. C'est un outil de dépistage. Il va simplement vous dire oh là là, attention, il faut que tu ailles consulter. Vous le faites. Si votre score est supérieur à 10, il faut consulter un professionnel de la santé, sage-femme, médecin. Vous pouvez aller à la PMI, n'importe où. Mais ça vous dit juste attention. Et moi, je dis même, c'est bien de le coter avant même d'avoir accouché pour voir à peu près quels sont vos scores. Test PDS, très facile à faire. Vraiment, faites-le. Moi, j'aime bien 1 fois par mois. Je trouve que ça permet d'évaluer un peu notre état de santé mentale. Je trouve ça très bien. T'en vois beaucoup des femmes qui souffrent d'une dépression du postpartum ? Énormément, beaucoup trop, parce que c'est une maladie qui touche, on l'a pas dit, qui touche entre 15 et 30% des femmes qui ont accouché. C'est considérable. Et ça, on parle de cas diagnostiqués. C'est considérable. Et puis bon, je voudrais pas assombrir le tableau, mais c'est quand même la 2e cause de mortalité maternelle, le suicide. Donc c'est un sujet qui est vraiment important. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais dans le test PDS, il y a la dernière question, il y a une question sur l'envie de se faire du mal. Si vous avez répondu oui, il s'agit d'une urgence médicale et vous devez consulter aux urgences générales, psychiatriques ou maternité. C'est vraiment, vraiment important d'avoir ça en tête. Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie d'entendre tout ça sur la maternité. Mais pourtant, ça fait partie de la maternité. Et ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que c'est pas forcément lié uniquement et surtout pas, en fait, au bébé qui vient d'arriver ou à l'enfant. Je pense que, de ce que je comprends aussi, il y a beaucoup de culpabilité quant à la dépression du postpartum. Or, c'est pas forcément, ou voire pas du tout de la faute de l'enfant, ni de votre faute d'ailleurs. Oui, ça c'est très important à voir, parce que le problème, c'est qu'il y a des retards de prise en charge parce que les femmes ont honte. Elles ont honte d'en parler à leur entourage, elles ont honte d'en parler aux professionnels de la santé. Dites-vous bien que pour nous, c'est du quotidien. Il faut pas avoir honte, c'est vraiment pas de votre faute. Enfin, c'est une maladie, comme on l'a dit. Et donc, quand on est malade, il manquerait plus que ça. Personne ne vous dira, je sais pas, si vous avez un problème de rate ou de foie ou de côlon, c'est de ta faute. Personne. Et là, c'est la même chose, c'est pas de votre faute. Et donc, pas de honte à nous en parler et ne vous sentez surtout pas coupable. C'est ni de la faute de votre bébé, ni de la faute du coparent, ni de la faute de personne. Et même quand c'est de votre faute, on doit vous soigner quand même. Bien sûr, évidemment, bien sûr.
Est-ce qu'il existe des facteurs de risque qui peuvent mener à la dépression du postpartum? Oui, alors bien sûr, il y a des facteurs de risque. J'aime pas toujours trop les dire parce que le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah, ben moi, j'ai pas de facteur de risque, donc je peux pas en avoir. » Malheureusement, ça touche tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des facteurs, on peut pas le nier. Par exemple, si vous avez déjà fait une dépression du postpartum, si vous avez des antécédents psychiatriques, si vous avez perdu l'enfant c'est-à-dire un postpartum sans enfant, c'est un facteur de risque pour une dépression du postpartum. Si vous êtes dans des problèmes conjugaux avec votre partenaire, si vous avez des problèmes de précarité, il y a plein de choses. Si c'était une grossesse très difficile, il y a plein de facteurs de risque en soi, mais dites-vous qu'on peut toutes être touchées. Il vaut mieux partir avec cette idée-là en tête. Est-ce qu'il y a de la prévention qui est faite par rapport à ça? Est-ce que quand les médecins qui suivent notre grossesse, ils se rendent compte qu'on a quelques facteurs de risque, ils en parlent en fait? Alors, de plus en plus, on part de loin, mais de plus en plus, en tout cas moi, par exemple, dans ma pratique à moi, quand une femme me décrit qu'elle a ces soins-là, je trouve que c'est très intéressant de prendre contact avec un professionnel de la santé mentale, psychologue ou psychiatre, qui va pouvoir faire au moins un point d'étape, et puis surtout qu'on ait quelqu'un qui puisse, sur lequel on puisse s'accrocher une fois que l'accouchement a eu lieu. Donc oui, en tout cas, ça mérite qu'on s'arrête, on se dit « Ah, zut, il y a déjà une dépression postpartum, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pas que ça revienne ?» Ou « Ah, vous avez... » il y a toujours des choses à faire. Oui, bien sûr. Une femme qui a une grossesse très pathologique, par exemple, une femme qui a vomi pendant 3 mois, c'est psychologiquement très difficile de subir ça. Et on se dit « Oh là là, il faut vraiment l'accompagner pour pas qu'après, elle s'effondre après l'accouchement. » Donc oui, bien sûr. Quand on est l'entourage, on se demande un peu comment on peut aider cette femme-là, parce que j'imagine que peut-être le coparent, des fois, il a la tête dedans et il se dit c'est normal et puis il faut que le bébé aille bien, Mais quand on est l'entourage, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut être vigilant par rapport aux femmes qui viennent d'accoucher? Oui, il faut leur poser la question de savoir comment elles vont, mais dans une disposition telle qu'elles s'autorisent à vous dire que ça va pas. Alors ça, c'est très compliqué, vous l'avez peut-être vu dans votre vie, mais quand on demande à quelqu'un comment il va, il faut vraiment lui demander comment il va en montrant qu'on a envie de savoir la réponse. Pas facile, mais ça s'apprend, vous avez qu'à vous entraîner au boulot. Mais en fait, il faut... mais je vous assure que vous allez voir que si vous changez votre façon de demander comment ça va, il y a des gens qui, du coup, vont s'autoriser à vous dire que ça va pas. Comment on fait pour demander correctement comment ça va? Quand vous lancez un « ça va ?» très vite, « ça va, salut, ça va ?» ou en fait, c'est qu'on n'a pas envie d'avoir la réponse. Ah, est-ce que tu vas bien? Est-ce que... Je sais pas, vous pouvez poser des questions qui correspondent à sa vie, mais en tout cas, montrer que vous avez vraiment envie d'avoir cette réponse. Et puis aussi, vous pouvez lancer des points d'appel, dire « Écoute, peut-être je vais te perturber en disant ça, mais je m'inquiète pour toi, je sens que tu es triste et tout. Tu as le droit de me dire qu'en fait, c'est pas le sujet et qu'on n'en parle plus, mais je veux juste te dire que je m'inquiète pour toi. Voilà, peut-être en fait, j'ai complètement tort, mais ça me fait flipper là, j'ai l'impression, tu manges plus comme avant, tu es tout le temps triste, tu me dis que tu as tout le temps marre du bébé, enfin des trucs, voilà. Puis après, on peut vous rembarrer. Aussi, les gens ne demandent pas parce qu'ils ont peur d'être rembarrés, ce que je comprends. Et dire aussi que pour le coparent, quand une femme a une dépression des postpartum, c'est très lourd pour les coparents. On n'aime pas que je dise ça, mais c'est vrai. C'est très très dur d'accompagner une femme qui fait une dépression du postpartum, et donc que le coparent, il doit aussi se faire aider pour être un aidant correct pour la femme qui a une dépression du postpartum. C'est très lourd. Quelles conséquences ça peut avoir à terme si cette dépression-là, elle est mal prise en charge? Et même si elle est prise en charge, quelles conséquences ça a sur la santé de la maman? C'est très très dur à vivre, donc ça peut avoir des conséquences évidemment sur la santé mentale, mais ça c'est évident, et des conséquences sur la santé physique, parce que je vous l'ai dit, altération de l'appétit, altération du sommeil, etc. Enfin, comme une dépression classique quelque part. Et puis on en a parlé, ça peut aller très loin, ça peut se détériorer assez loin pour que on puisse arriver à des situations de suicide. Donc là, c'est pas drôle du tout, quoi. Et puis de toute façon, c'est trop inconfortable à vivre, c'est trop dur. Et puis ça a des répercussions. Alors là, des fois, je le dis maintenant, pour inciter les femmes à consulter, c'est un bon levier que j'ai, ça a aussi des répercussions sur la santé de l'enfant. C'est pas pour culpabiliser que je dis ça, mais pour un bébé, c'est très dur de voir sa mère déprimée et pas bien. Et donc, voilà, vous avez tout intérêt à vous faire traiter. Et ce qui est important de se dire, c'est que plus vous y allez tôt, dire « Ah, ça va pas », et plus c'est facile de prendre en charge. Quand on attend trop, ça se détériore. Ah la vache, c'est plus dur à remonter, quoi. Le traitement, justement, qu'est-ce que ça peut être? Alors, le traitement, ça dépend du degré de sévérité de la maladie. Là encore, je crois qu'il faudra consacrer un épisode entier là-dessus, mais ça peut être une simple psychothérapie, ça peut être juste un arrêt de travail, des fois. Ça peut être un traitement médicamenteux, ça peut être une hospitalisation en unité mère-enfant, ça peut être une hospitalisation tout court. Il y a plein de modalités de traitement de la dépression du postpartum, mais je veux vous dire vraiment que ça se traite bien. La bonne nouvelle, c'est que la dépression du postpartum, alors vous allez me dire que non, mais moi je trouve qu'en tant que professionnel, je peux vous dire que je vois plein de choses difficiles. Je trouve que la dépression du postpartum, à la différence des fois des dépressions classiques, ça se traite super bien. En fait, on s'en sort, quoi. Pas confortable, pas agréable, mais on s'en sort. Et des fois même, difficile à entendre, mais on en sort grandi de cette dépression du postpartum.
Toi, j'imagine que tu en vois beaucoup, surtout que dans ta pratique, tu vois beaucoup de femmes après leur accouchement. Elles sont liées à quoi en général, on va dire, pour les femmes que toi, tu vois, leur dépression du postpartum? Alors moi, il y a un truc qui me met très en colère, très très en colère, c'est que pour moi, la majorité de ces dépressions du postpartum sont complètement évitables. C'est que les femmes sont soumises à un tel rythme, à une telle vie, qu'en fait, c'est pas possible autrement que de faire une dépression. Je m'explique. Par exemple, les femmes reprennent le boulot à 2 mois et demi. Là, pour la plupart, elles vont pas dormir la nuit, bosser le jour. Elles vont développer un syndrome d'épuisement, logique, et très vite, ça va se muter en dépression. Donc, en fait, ce qui m'énerve, c'est que la plupart des dépressions sont évitables en France, et ça me... Et d'ailleurs, il y a un truc très intéressant à ce sujet, c'est qu'on a étudié la dépression des pères. Et là, on s'est aperçu, donc il y a 10% des pères qui font une dépression du postpartum, du coparent. Et en fait, on a surtout vu, mais c'est des études sérieuses qui le disent, que plus ils s'occupent de l'enfant, et plus ils sont à risque de faire une dépression du postpartum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être auprès d'un enfant et vraiment s'en occuper, c'est extrêmement exigeant, extrêmement difficile. Et donc, à la fois, l'isolement des mères, comme le fait qu'elles soient trop pressurées, ça entraîne des dépressions. Donc ça m'énerve, bien sûr. Et parfois, même pour éviter des dépressions, quand je sens qu'une femme se perd pied, on dit arrêt de travail et en fait, elle va mieux. Donc ça, vraiment, il y a le réflexe, vous vous sentez là, vous avez repris le boulot, vous vous sentez complètement vacillé. 1, arrêt de travail. 2, vous revoyez avec le coparent l'organisation de la maison, parce que le problème des coparents, c'est comme ils n'ont pas le même congé que vous, ils prennent l'habitude que vous fassiez tout, donc il faudrait absolument rééquilibrer. Mais bon, bien sûr, il y a des dépressions inévitables, avec altération du lien mère-enfant et tout ça, je dis pas le contraire, et ça, il faut bien sûr, mais voilà, attention à ce qu'en fait, les conditions de vie ne vous plongent pas dans la dépression. Donc Anna, toi tu nous dis, les femmes s'en sortent et elles s'en sortent bien quand il y a toute une organisation qui se met en place, qu'elle soit médicale ou personnelle, pour les aider. Oui, il faut vraiment, on l'a dit, prendre en charge précocement et oser tout bouleverser dans la vie pour que ça s'améliore. Vraiment, ça, je vous l'ai dit, revoir l'organisation de la maison, revoir l'organisation avec le coparent, prendre le traitement qu'on vous a prescrit. Enfin, vraiment se dire, allez, on va se battre contre cette maladie. Et c'est vrai que les gens veulent pas que je le dise, mais on en sort souvent grandi. Parce qu'en fait, c'est une expérience, je la souhaite à personne, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, ça permet en fait des fois de réorganiser le couple, de réorganiser la vie familiale, de refaire quelque chose qui est beaucoup mieux pour tout le monde, quoi. Et même des fois, il y a des femmes qui revoient leur rapport au travail. En fait, ce travail, il me rendait pas heureux, et qui changent de travail. Dites-vous, dites-vous, allez, on va essayer. Si ça permet de changer des choses, même si c'est inconfortable à vivre, parfois très inconfortable, on l'a dit, ça peut permettre de changer des choses. Et surtout, faites-vous traiter, n'ayez pas honte. Vous êtes tellement nombreuses à vivre une dépression, mais n'ayez pas honte. Donc on rappelle que le baby blues, l'hyperlabilité, c'est-à-dire le changement d'humeur qui a souvent lieu dans les premières semaines juste après l'accouchement, et la dépression du postpartum n'ont rien à voir. La dépression du postpartum, ça survient plus tard, ça survient pas dans les 15 premiers jours, ça survient souvent après, et ça peut aussi subvenir longtemps après l'accouchement, puisque c'est lié notamment à l'organisation du foyer. Et on rappelle, à toutes fins utiles, que tous les professionnels qui peuvent vous prendre en charge, c'est donc sage-femme, gynécologue, mais qu'il y a aussi des lieux comme la PMI dans lesquels vous pouvez aller prendre des conseils. Oui, et je le rappelle, un point très important, c'est que maintenant, il y a 2 entretiens obligatoires qui sont prévus par la Sécurité sociale auprès d'une sage-femme ou d'un médecin. Le premier, entre 4 et 8 semaines après l'accouchement, où on va faire le point uniquement sur votre santé mentale. Ça, c'est génial. Vraiment, c'est un entretien que j'adore faire avec les femmes, c'est passionnant, ou avec les couples. Et cet entretien peut être renouvelé quelques semaines plus tard. Et là, pareil, ça fait partie des outils qu'on a contre la dépression du postpartum. Et bien rappeler donc, baby blues, dépression du postpartum, maladie la première année, et enfin postpartum, qui n'a rien à voir avec la dépression du postpartum, mais on aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion d'y revenir, c'est juste ton sujet préféré. Après le périnée ou avant, je ne sais pas, mais en tout cas, on y reviendra. Je voudrais vraiment vous dire un truc en guise de rappel, c'est que vraiment, les professionnels de la santé mentale, donc les psychologues et les psychiatres, on peut aller les voir juste pour discuter. C'est-à-dire que quand on commence à avoir une zone de flottement, à pas trop aller bien, on peut aller les voir juste pour ça. Pas besoin d'être déjà en dépression, d'être déjà très mal pour aller voir un professionnel de la santé mentale. Et je le dis ici, il y a des endroits comme les CMP, par exemple, où il n'y a pas de dépassement d'honoraires, où vous pouvez y aller en ayant une prise en charge. Et il y a aussi maintenant des parcours de soins où les consultations avec les psychologues peuvent être remboursées. Et bien sûr, les consultations chez les psychiatres. Bref, allez voir des psys. Et les psys, je le dis aussi, il faut pas hésiter à faire du nomadisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une rencontre, il faut que ça se passe bien. Et donc, vous allez en voir un. Vous entendez pas trop, vous essayez un autre. Il faut vous sentiez bien avec, mais ça, c'est comme avec tous les professionnels de la santé. Pas se dire que vous êtes marié, ou alors du coup dire « Ah non, je n'irai plus jamais voir un psy parce que vraiment, c'était désagréable. » Non, il faut en essayer plusieurs avant de trouver le bon parfois.
pas se dire que vous êtes marié aux professionnels de la santé, je précise. Ah oui. Vous avez le droit d'être marié par ailleurs. Tout à fait. Merci Anna pour tous ces conseils. J'ai envie de dire, prenez soin de vous surtout et faites appel à l'aide quand c'est nécessaire ou même quand c'est pas nécessaire. C'était Tout sur elle, un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast, à la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Nina Pareja, réalisation Victor Benamou, musique Victor Benamou et Johanna Lalonde.